Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les municipales approchent à grands pas. Dans 2 semaines, les électeurs seront appelés aux urnes pour désigner leur maire. Dans ce contexte, les acteurs de l'éducation populaire appellent les candidats à investir pour l'engagement de proximité. On va en parler avec notre invité dans la première partie de notre émission. Aujourd'hui également, rencontre avec un ancien sportif de haut niveau, le judoka David Inkel, engagé désormais dans le monde de l'éducation. Nous évoquerons avec lui son parcours, sa transition vers l'entrepreneuriat et sa vision des enjeux actuels dans l'enseignement supérieur. Dans sa chronique Panorama, Shirley Delahaye vous parlera d'un incontournable de la pop culture qui souffle sa 30e bougie aujourd'hui, l'incontournable Pokémon. Mais avant ça, place à l'actu avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, du nouveau dans l'affaire des laits infantiles contaminés. Oui, un premier lien a été établi entre l'un de ces laits et l'hospitalisation d'un bébé au CHU de Montpellier. Dans la nuit du 6 au 7 février dernier, un nourrisson de 24 jours avait été admis. Il avait consommé du lait en poudre de la marque Gallia fabriqué par Danone. Lait qui faisait l'objet d'un rappel lié à la contamination à la toxine céréulite, toxine retrouvée dans les selles de ce nourrisson dans des concentrations bien supérieures au seuil de danger fixé par les autorités sanitaires. C'est un laboratoire belge qui a effectué ces tests. Il a été mandaté par la France qui ne possède pas de laboratoire capable de détecter la céréulide, alors que plusieurs enquêtes judiciaires sont ouvertes suite à la mort de 3 bébés ayant consommé des laits, des lots de poudre contaminés. Les industriels continuent malgré tout de parler de rappels préventifs dans leur communication. Toujours sur le volet sanitaire, attention aux jouets à base de sable. Et oui, la répression des fraudes appelle à suspendre leur vente en raison de traces potentielles d'amiante. Alors de quels jouets s'agit-il exactement? Ceux qui contiennent du sable coloré pour des activités créatives ou du sable à modeler, également appelé sable magique. Des jouets commercialisés par Jiffy, Emma, Action. Aux parents, les autorités recommandent de ne pas en acheter ou de les tenir hors de portée des enfants s'ils en possèdent déjà. À noter qu'à ce stade, il n'y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d'amiante selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et c'est plutôt rassurant. La texture humide du sable contenu dans ces jouets limite le risque de dispersion de fibres d'amiante dans l'air et les possibilités d'inhalation, précise l'agence. La mesure est donc préventive. Dans la suite de ce journal, nous évoquons cette nouvelle nomination au gouvernement. Sabrina Roubache est la nouvelle ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sa nomination a eu lieu dans le cadre du léger remaniement ministériel annoncé hier par l'Élysée suite au départ de la ministre de la Culture Rachida Dati. C'est un retour au gouvernement pour cette macroniste de la première heure, proche du couple présidentiel, qui fut secrétaire d'État chargée de la ville entre juillet 2023 et septembre 2024. Avec cette nouvelle casquette, elle récupère une partie des attributions de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. En direction l'université à présent, à la Sorbonne Paris 1, des enseignants protestent contre la hausse des frais d'inscription pour la plupart des étudiants étrangers non européens. À partir de la rentrée prochaine, leur moyen d'action est pour le moins inattendu, Shirley. Oui, car ces enseignants et enseignantes ont décidé de pratiquer la rétention des notes des partiels du mois de janvier. France Inter a donné la parole à cette professeure d'histoire qui participe au mouvement. Écoutez. C'est en fait le moyen d'action le plus fort par rapport à la présidence, puisque retenir les notes bloque en fait la délivrance du diplôme. On a une université à Paris 1 qui traditionnellement est assez cosmopolite. Chaque université peut exonérer 10% de ses étudiants de frais d'inscription, quoi. Donc il y avait tout à fait la possibilité de ne pas augmenter les frais. Un sentiment de révolte qui se justifie par la peur de ne plus voir aucun étudiant étranger s'inscrire à la prestigieuse université de la Sorbonne. Leurs frais d'inscription devraient en effet être multipliés par 16. Il leur faudra donc débourser 2 895 € pour une année de licence et environ 4 000 € pour une année de master. Décision de la présidence de l'université pour des raisons d'économie budgétaire réclamées par le gouvernement. On écoute la réaction de la FAGE, la première organisation étudiante, par le biais de sa présidente. Elle s'appelle Suzanne Nijdam. Elle était au micro de France Inter.
Le plus inadmissible, c'est justement de considérer les étudiants comme des variables d'ajustement budgétaire et pour autant, notre objectif n'est pas de faire peser encore plus sur les étudiants qui sont déjà stressés et qui ont déjà beaucoup de problématiques ces décisions-là. La présidence de l'université a fini par concéder une chose face à ce mouvement de protestation. La hausse des frais d'inscription ne concernera pas les étudiants déjà en cursus à Paris, mais les nouveaux inscrits à partir de la rentrée prochaine. Et pendant ce temps-là, dans les universités en Russie, l'armée tente de mobiliser les jeunes par manque de moyens humains dans le contexte d'une guerre qui s'éternise. Cela fait 4 ans maintenant, depuis le 24 février dernier. Piloter des drones en Ukraine, voilà ce que les campagnes de recrutement de l'armée proposent aux jeunes qui ne répondent pas toujours présents à l'appel. À Novosibirsk, la semaine dernière, la directrice de l'Institut technologique des transports, Maria Kirsanova, a été filmée sans le savoir pendant qu'elle s'adressait à une assemblée d'étudiants qui manifestement n'avaient pas accepté l'offre de l'armée. Fervente patriote, Maria Kirsanova était très en colère. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On écoute un extrait. C'est horrible. Pour moi, en tant que directrice, c'est un choc. Jeunes gens, la patrie a besoin de vous. D'où vous vient cette peur et qui va nous défendre? Je vous le promets, signez un contrat maintenant et vous aurez votre diplôme. Êtes-vous tous des lâches? 57 universités au total seraient visées par ces campagnes de recrutement de l'armée, selon la radio en exil Écho de Moscou. Pour terminer, elle fait son grand retour quasiment 5 ans après la parution de son album 95. Et oui, ce vendredi 27 février, Angèle, véritable icône de la génération Z, a dévoilé un nouveau single en collaboration avec Justice, une chanson intitulée What You Want, dans laquelle la pop de la chanteuse belge fusionne avec l'électro du duo. Prémisse d'un nouvel album en préparation. What You Want, c'est une ode queer à la sensualité, à la danse, à l'amour entre personnes du même sexe. Le clip a été réalisé par la Horde, un collectif d'artistes à la tête du Ballet National de Marseille. Alors, est-ce que c'est le prochain tube? On vous laisse en juger en écoutant le titre, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, Shirley. Merci. Plus que 2 semaines avant le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars, eh bien, à cette occasion, les professionnels de l'éducation populaire appellent les candidats à mettre des moyens dans l'engagement de proximité. Parmi les acteurs particulièrement impliqués, les MJC et la Maison des Jeunes et de la Culture, qui touchent chaque année 4 millions de personnes, dont la moitié ont moins de 25 ans. On en parle tout de suite. Patrick Chenu, bonjour. Bonjour Virginie Guillaume. Merci d'être avec nous dans le Grand JT. Vous êtes directeur général des MJC de France. On vous avait déjà reçu ici. On va reparler donc des MJC, des maisons de la jeunesse et de la culture en France. À peu près, j'ai recensé à peu près 1000 MJC environ. Quel est leur rôle pour qu'on comprenne bien ? Les maisons des jeunes et de la culture, donc plus connues sous l'acronyme MJC, sont des associations locales de jeunesse et d'éducation populaire et qui mêlent jeunes et moins jeunes pour des actions locales en matière de culture, d'accueil jeune, d'activités, de pratiques, d'activités de pratiques culturelles. Mais je dirais que finalement chaque MJC est unique et très lié à l'histoire de son territoire, aux bénévoles qui s'y engagent, aux professionnels qui y travaillent, mais elles ont des éléments de commun, des éléments de commun très forts qui ont forgé un peu leur action, parce qu'on a les MJC sont nés en 1944 de la République des Jeunes, donc ça commence à être une... C'est même un peu avant, non? Ça a pris le nom d'MJC en 44, mais ça va être... Ça a pris le nom d'MJC en 48 exactement, mais elles sont nées vraiment de cette idée de créer des lieux pour les jeunes, gérés par les jeunes avec les adultes, jamais tout seul, à l'époque de la libération, en gros, on était en ce moment d'histoire. Le but, c'est vraiment de tisser le lien social, en fait, non? À travers, effectivement, les activités périscolaires, à travers les activités citoyennes aussi. Toujours être dans l'idée d'être avec le citoyen, mais d'aider, être au plus près. Oui, surtout, et dans l'idée c'est des lieux du faire ensemble, quoi. C'est avant tout des lieux de fabrique. C'est-à-dire qu'on va effectivement proposer des actions, on va proposer des activités aux enfants, aux jeunes, on va les accueillir, on va proposer diffuser des spectacles, on peut gérer des radios, des cinémas. Mais ce qui va nous intéresser finalement, c'est le processus qui y mène, c'est la capacité à y associer les gens dans la fabrication de ces projets, dans la fabrication de cette offre culturelle, dans la fabrication de cette action, quoi. Donc c'est vraiment des lieux où on va fabriquer ensemble. Fabriquer ensemble, ça veut dire aussi transmission, forcément, et transmission entre les générations. C'est important
que les plus anciennes générations soient au plus proches des jeunes et qu'ils arrivent à se parler? Oui, on n'a pas tellement de lieux où on se croise aujourd'hui, où l'ensemble de la population se croise. On a l'école, voilà, qui fait bien évidemment qui tient ce rôle-là, mais des endroits où vous allez croiser des seniors, des jeunes qui vont se réunir, par exemple, pour organiser un événement, un festival, une action. Bah, ça, c'est possible dans une MJC. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui quand même dans une société qui a finalement, malheureusement, tendance à un peu nous enfermer dans nos bulles relationnelles, nos bulles informationnelles, et ces espaces où on décloisonne, et justement, on fait le pari de fabriquer ensemble, ils sont assez rares, et c'est un peu ça qu'on essaye de porter et de défendre aujourd'hui à travers les maisons des jeunes et de la culture. Donc, plus que de tisser des liens, c'est peut-être s'émanciper ensemble, créer une société qui... diront avec un peu enthousiasme, qui fonctionnera ensemble, mais c'est aussi une lutte contre l'individualisme. Oui, c'est-à-dire que, alors, je sais pas si c'est une lutte contre l'individualisme, parce que nous, on accueille tous les individus. C'est-à-dire que la MJC, on est dans une logique d'accueil inconditionnel. Tout le monde est le bienvenu dans une maison des jeunes de la culture. Par contre, on laisse pas chacun là où il est, et on essaye systématiquement d'accompagner vers des démarches collectives. C'est-à-dire, effectivement, de relier cette question de l'individu. Je suis venu là parce que j'ai l'idée de monter une pratique, un club d'activité, très, très concrètement, où j'ai vu qu'on y accueillait des jeunes. Tiens, j'ai envie de partir en séjour, comment ça marche, etc. Mais assez rapidement, le travail des professionnels et des bénévoles de la MJC, ça va être d'accompagner vers sa dynamique collective. Bah, ce séjour, par exemple, j'ai envie de partir en séjour, demande classique pour des jeunes, et ben on va plutôt vous proposer de le fabriquer ensemble, de l'organiser, de choisir où on va, de réfléchir au programme d'activité, de tenir compte des contraintes financières qui sont les nôtres. Ce séjour, il va falloir le financer aussi, etc. Donc c'est vraiment on part de l'individu, mais on l'emmène vers du collectif. Alors je parlais des MJC tout à l'heure, c'était un petit peu avant 44, mais en fait c'était surtout par rapport à l'éducation populaire qui précédait au 19e. L'évolution finalement et aujourd'hui les enjeux de cette éducation populaire à l'aube, à 2 semaines des municipales? Je crois que l'enjeu, elle est justement dans ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire à un moment... on sent bien, et les drames des derniers jours l'ont prouvé, qu'on est dans des moments finalement de clivage assez profond de la société, de fractures durables. On a aussi des inquiétudes légitimes sur ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui. On ne prend pas forcément suffisamment la mesure des enjeux environnementaux et de la nécessité de se mobiliser sur ces questions-là. Finalement, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on ne va pas changer le monde avec un grand thème dans les MJC. Par contre, ce qu'on se propose, c'est de se dire finalement... l'espoir, c'est pas simplement une attente un peu abstraite en disant on va avoir des jours meilleurs, ça ira mieux demain. On considère que ça se travaille, l'espoir, quoi. Ça se travaille dans l'action, que ça se travaille dans le faire, et que dans cette MJC, qui est un peu cette micro-société là, où on va fabriquer ensemble ces enjeux, on va expérimenter des formes. On va expérimenter de l'action, on va travailler avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément par avant, qu'on ne croiserait pas dans son univers professionnel, qu'on ne croiserait pas à l'école. Et on va tenter d'inventer ensemble des réponses qui correspondent aux enjeux du territoire. Et on va le faire avec la collectivité. On parle bien évidemment des élections municipales, c'est-à-dire que on va offrir des services à la population. Bien évidemment, on va accueillir des jeunes, on va organiser des accueils de loisirs. Je vous disais tout à l'heure, des séjours, des activités, des ateliers de guitare, théâtre, tout ça, on le fait dans les MJC. Mais ce qu'on va proposer finalement à la collectivité, à la ville, on a 850 collectivités partenaires qui soutiennent des MJC partout sur le territoire hexagonal et outre-mer. Ce qu'on va leur proposer, c'est de dire, là aussi, le pari, c'est de se dire comment est-ce qu'on fabrique et comment finalement on est plus intelligent à plusieurs entre les élus, qui sortiront de ces élections municipales, et des citoyennes et des citoyens qui font le choix de s'impliquer, de devenir bénévoles, de gouverner, de diriger une association MJC pour réfléchir ensemble au projet qu'on va y mener. Et ces gens-là, ils vont être appuyés par des professionnels, bien évidemment, qui vont travailler au service de ce projet, et surtout, ils vont être en réseau. C'est-à-dire qu'une MJC, elle n'est jamais toute seule. Elle est aussi en lien avec un réseau, avec d'autres MJC qui vont être en capacité d'éclairer une partie du projet, de porter des actions ensemble, d'essaimer des initiatives, de nourrir des expérimentations. Donc c'est vraiment cette idée, là encore, municipalité et association locale, société civile organisée, peut-être pour employer ce mot-là, de dire comment est-ce qu'on va réfléchir ensemble aux solutions, finalement, quasiment inventer une politique publique sur un territoire. On se dit, il y a un problème autour de la jeunesse, il n'y a pas assez d'actions d'activités pour les jeunes. Ce qu'on vous propose, c'est pas de vous dire, on arrive avec notre méthode, notre liste d'activités, notre programme tout fait,
Ici, on va le construire ensemble. On va le construire avec les habitants, on va le construire avec la population et avec les élus. Encore faut-il que les élus soient à l'écoute, effectivement, des MJC et donc de cette micro-société dont vous parlez. En tout cas, qu'il y a un lien entre elles. Les MJC, elles sont, j'imagine, sans parti politique. Voilà. Alors, ça veut dire que si elles ne sont pas encartées, entre guillemets, aussi, peut-être que ceux qui la font, cette micro-société, le sont. Comment faire en sorte pour que tout ça fonctionne sur le plan politique? Je vous le dis encore une fois, je pose la question là vraiment parce qu'on est à l'aune du ventre. Nous, on défend profondément une action qui est politique avec un grand P. Mais par contre, complètement apartisane. Vous avez des MJC dans des villes qui ont toutes les couleurs du spectre politique en France, quoi. Voilà. C'est la res publica, la chose publique. C'est vraiment la chose publique. Ouais. On est vraiment dans une logique d'intérêt général. Et là encore, ça va être finalement la qualité du dialogue qui va être mené avec la municipalité, avec ses élus, qui siègent dans notre conseil d'administration des associations locales. C'est-à-dire que là, on va débattre ensemble de ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est un lieu, moi, je me souviens d'échanges avec des maires, un maire qui me disait à un moment, l'endroit où j'ai le plus appris avant d'être maire, c'est le conseil d'administration de la MJC. Parce qu'effectivement, c'est des lieux où on débat, c'est des lieux où on délibère. Et c'est peut-être ça aussi qui manque un peu dans cette société aujourd'hui, c'est des endroits où on arrive à se dire pacifiquement, paisiblement, y compris poser des éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, et puis débattre et arriver à faire un compromis qui va finalement décider de la mise en œuvre d'une action. Donc la question qui va se poser, c'est pas tant la couleur politique de l'interlocuteur ou la couleur présumée de ses interlocuteurs au sein de l'association, plutôt que de se dire est-ce qu'on est prêt finalement à mener ce dialogue? Est-ce qu'on est prêt à avoir ce dialogue fécond, d'échanger, de débattre, chacun dans ses responsabilités? Les maires qui vont sortir des urnes auront été élus sur un programme qu'ils vont vouloir mettre en œuvre. Les MJC ont un projet associatif. On espère que c'est sur un programme et pas que sur une tête, oui. Voilà. Effectivement. On peut l'espérer, en tout cas. On peut le souhaiter. Et les MJC ont un projet associatif. Et c'est finalement, ça va être quoi le terrain de rencontre entre ce projet associatif et la municipalité? Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc c'est le premier lieu de la démocratie. C'est une école de la démocratie par la pratique. Ouais. C'est vraiment un espace où on apprend, mais on apprend là encore dans le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas... J'emploie ce mot-là assez régulièrement, mais ce n'est pas un catéchisme républicain. La MJC, on ne peut pas vous dire la République, c'est comme ça, etc. On va plutôt proposer de l'expérimenter et de la vivre. Voilà. Alors, il y a une disparité territoriale, si je peux dire, entre les MJC. Selon l'Inspection générale des affaires culturelles, 288 quartiers prioritaires sont dépourvus d'infrastructures culturelles dans un rayon d'1 kilomètre. Une MJC sur 2 se trouve en zone rurale, 1 sur 5 en quartier prioritaire de la ville. C'est vraiment très important, primordial de pérenniser ces structures. Oui, non, on pense, c'est pas simplement un intérêt parce que c'est notre réseau, mais c'est vraiment une structure de proximité. Une structure dans laquelle on se sent autorisé à faire, on se sent autorisé à y aller. On voit qu'un des problèmes, si on prend l'angle culturel, c'est s'autoriser à pousser la porte, s'autoriser à pousser la porte d'un musée, s'autoriser à pousser la porte d'une salle de spectacle. On se dit c'est pas pour moi. Mais c'est pas abordable financièrement déjà. Il y a le frein économique, mais il est quand même de plus en plus levé par des politiques culturelles quand même. Grâce au pass culture notamment. La gratuité, etc. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. Mais par contre, le fait de se dire je suis légitime à y aller. Nous, dans une MJC, on va peut-être y aller à un moment pour y partager un repas, emmener ses enfants à l'accompagner dans la scolarité, y faire du judo et se retrouver finalement entraîné à aller voir un spectacle, à travailler sur l'organisation du prochain événement en demandant... Vous allez bien nous donner un petit coup de main pour organiser cet événement et finalement se retrouver progressivement mis en contact avec des univers qu'on ne verrait pas ailleurs et pour lequel on ne s'en serait pas forcément légitime d'y aller directement. Le petit coup de main, justement, ces fameux bénévoles. Un petit mot quand même, parce que... Alors là, j'ai un chiffre, mais je ne sais pas si c'est... J'ai 43 000 bénévoles, 17 500 salariés, c'est ça? Tout à fait, voilà. Ouais. Et donc, eux, ils s'engagent autant qu'avant ou pas? Alors, ils s'engagent autant qu'avant. Et je pense qu'il faut dissiper aussi une idée reçue. Toutes les études disent aujourd'hui que notamment les jeunes s'engagent beaucoup. Donc, il n'y a pas de crise du bénévolat chez les jeunes. La difficulté qu'on vit au sein du monde associatif, plus largement, c'est plutôt le bénévolat de gouvernance. C'est-à-dire les gens qui vont accepter de s'engager effectivement en conseil d'administration, devenir présidente, trésorière, secrétaire, prendre des responsabilités sur le long terme. C'est là où on a un petit défi collectif, c'est de se dire, on s'engage assez facilement aujourd'hui pour de l'action. On s'engage pour effectivement donner un coup de main, organiser, voir immédiatement le fruit de son action. On a un peu plus de mal à mobiliser sur la gestion, la longue durée, etc. Donc c'est aussi trouver des formes, et ça c'est... Ça nous appartient collectivement de réfléchir aussi aux modalités d'un engagement dans une société qui a aussi beaucoup changé. Évidemment. Et le financement justement de ces MJC, comment ça se passe aujourd'hui?
Grosso modo, on peut dire que c'est 52% de subventions publiques, voilà, et 48% d'autofinancement, donc les recettes des cotisations, des activités, de la billetterie, des spectacles. Et sur les subventions publiques, le partenaire principal, c'est le bloc communal, et majoritairement les villes. Voilà, ce sont les communes, les premiers partenaires des MJC, voilà, grosso modo à 63%. D'où la disparité ou pas? Parce que vu qu'ils sont non partisans, a priori politiques, est-ce qu'il pourrait y avoir une vraie disparité en fonction des territoires? Il y a une disparité en fonction des richesses des territoires. C'est ça. Il y a les régions et les départements qui ont pas tous les mêmes moyens. On a moins de moyens, là, les budgets s'étant énormément resserrés au niveau départemental. Voilà, on a très peu d'interventions des départements aujourd'hui sur le budget des MJC. Et les collectivités, l'argent public qui les soutient, il est bien évidemment très lié au type de territoire. Vous allez avoir des niveaux de financement public beaucoup plus élevés et nécessaires. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des freins quand même à l'accès aux activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et sur des quartiers plus aisés, des villes plus aisées, forcément les subventions municipales ou les aides publiques globalement seront plus faibles. On a quand même constaté à la fois des villes qui continuent à nous soutenir, là on avait fait une enquête sur le sujet, mais qui dans la plupart des cas et dans le meilleur des cas maintiennent les subventions. Et c'est vrai qu'on est dans un moment où on a vécu des périodes d'inflation, alors fort heureusement c'est terminé, mais quand on voit les financements publics qui tombent les uns derrière les autres dans l'époque, ou même les financements indirects, il y a une vraie inquiétude sur les moyens pour maintenir une action d'éducation populaire de proximité pour notre réseau et pour l'ensemble des réseaux d'éducation populaire. Parce que quand on dit éducation populaire, peut-être qu'on a besoin juste de préciser, si ça ne vous dérange pas de le faire encore à nouveau aujourd'hui, Patrick Chenu, parce que l'éducation populaire, elle concerne tout le monde en fait. Le fait de pouvoir accéder effectivement, vous dites, aux activités sportives, culturelles, artistiques ou autres, évidemment c'est pour tous. Donc cet investissement dans la jeunesse, il est valable en fait pour toutes les générations. Bien sûr, et c'est toujours un débat, la définition de l'éducation populaire, et puis chaque réseau a un peu son regard, mais on part notamment d'un principe que chacun est à la fois apprenant et sachant. Et c'est extrêmement important cette logique-là, parce que c'est ça aussi qui fonde notre action. C'est aussi effectivement cet attachement à des processus démocratiques dans les associations. On l'évoquait juste avant. C'est aussi contribuer au bien vivre ensemble sur un territoire. Voilà. Les jeunes, vous le dites, ils sont engagés. Oui, complètement. Mais est-ce qu'ils ont l'impression d'être compris par les élus aujourd'hui ? On peut difficilement faire des généralités là-dessus, mais on sort d'une convention nationale qu'on a organisée cet été en Bretagne. On a réuni 800 personnes qui venaient de l'ensemble des MJC de France, dont la moitié avait moins de 26 ans. Voilà. Déjà, il y avait une énergie magnifique. Il y avait une envie de faire, de découvrir, de fabriquer, de se rencontrer. Donc ça, déjà, ça donne quand même un bel espoir dans cette époque un peu sombre parfois. Mais c'est aussi un message effectivement des enjeux de prise en compte, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas que les gens veulent pas s'engager, c'est est-ce qu'on crée les cadres qui sont susceptibles effectivement d'accueillir la parole des jeunes, de pas simplement les consulter, de pas en faire une vitrine. C'est pas parce qu'on va mettre 3 jeunes à une tribune en disant c'est super, on a fait. Non, c'est quel pouvoir réellement on leur donne, quelle place on leur donne. Nous, le pari qu'on fait, on n'est pas parfait, mais le pari qu'on fait, c'est qu'on essaye et on confie réellement des responsabilités et des moyens, quoi. C'est aussi ça, une MJC. C'est aussi... une MJC, ça peut être une petite PME en termes de gestion. C'est-à-dire que vous allez gérer aussi les responsabilités d'employeurs, vous allez devoir tenir le budget. Moi, j'ai des exemples de parcours de jeunes militants des MJC qui ont démarré effectivement sur des situations assez complexes, difficiles, y compris progressivement des responsabilités. Aujourd'hui, ils sont en gestion de réseaux régionaux et ils ont vraiment appris dans le faire, y compris sur des questions complexes, économiques, juridiques, de relations avec les partenaires, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de... La question de la place de la jeunesse, c'est finalement quel pouvoir on lui donne, quoi, très concrètement et très opérationnellement, et pas simplement en lui disant, voilà, vous en pensez quoi? Non, ça suffit pas. Ouais, et puis une jeunesse qui vote pour la plupart beaucoup plus qu'avant. Oui, et puis qui est mobilisée, on l'a vu qui est mobilisée sur des grandes causes, qui a aussi ses propres difficultés. Là, l'année 2025 était l'année grande cause pour la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes. Un des éléments qu'on porte sur ces questions-là, c'est que se sentir bien, c'est aussi être reconnu dans un collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas des soignants, c'est pas notre métier, mais moi je me souviens de témoignages de jeunes participantes à notre convention nationale cet été qui nous ont dit voilà, dans la MJC, je me suis retrouvé dans un moment où on me considérait
pour ce que j'étais. Et à une époque où j'allais pas bien, de jeune adolescente, voilà. Et j'ai trouvé dans cet espace-là, dans ce collectif-là, dans ce groupe-là, finalement, la capacité à aller mieux en faisant, en fabriquant avec d'autres, là encore. Voilà. Oui, puis en étant au cœur de la société. Alors, vous appelez les élus, justement, Patrick Chenu, à s'engager pour l'avenir de tous, hein, pas spécifiquement des jeunes, mais à travers 7 leviers. Le premier, donc, c'est de garantir un accueil inconditionnel, clairement. Dans un monde qui a plutôt tendance à fermer les portes et à construire des murs, pour se dire les choses, nous, on invite à ouvrir grand les portes des associations. Et c'est-à-dire que se sentir partie prenante d'une société et même d'une communauté, qui est une ville en l'occurrence, c'est avoir un lieu, effectivement, où on se sent accueilli, bienvenu, où on peut rencontrer l'autre. Et c'est ça, cette idée d'accueil inconditionnel. Ce qui va susciter l'envie donc, des bénévoles, qui est un autre levier, effectivement, mis en avant. Développer des scènes culturelles de proximité. Ça manque encore beaucoup trop aujourd'hui, notamment dans des lieux un peu plus petits, des petits villages, des communes un peu plus restreintes. C'est notamment un objet là, qu'on a développé, porté avec la ministre de la Culture, hein, en milieu rural. On a créé... Il vient de changer. La précédente, en l'occurrence, Madame Dati. Oui. On a créé 6 scènes culturelles de proximité en milieu rural et qui sont vraiment des lieux qui correspondent à ce que j'expliquais tout à l'heure, qui sont avant tout des lieux de pratique, des lieux de pratique culturelle et des lieux dans lesquels la population, les habitantes et les habitants sont invités à participer à la conception de cette offre culturelle sur le territoire. Et des lieux de mise en réseau, de mise en lien, parce que la question milieu rural, le réseau, c'est pas la mise en lien des acteurs, c'est pas un supplément d'âme, la coopération, c'est une obligation. Vous n'avez pas jamais les ressources uniques quand vous êtes dans un petit village ou une toute petite ville pour tout faire vous-même. Vous avez besoin de faire avec d'autres. Et c'est un peu ça, nos scènes culturelles de proximité, c'est de se dire, là aussi, des endroits où on va se sentir assez légitime à y aller. Et après, effectivement, on peut découvrir d'autres esthétiques, on peut aller travailler avec les partenaires d'autres partenaires culturels, par exemple. Alors, créer des espaces d'expérimentation avec et pour les jeunes, ça on l'a largement évoqué. Vivre au quotidien, et c'est ma dernière question, les questions de transition écologique et sociale. Ça aussi, vous y mettez un point d'honneur. Oui, parce que c'est là aussi l'association, la MJC, qui gère aussi un bâtiment, qui va organiser des repas, qui va accueillir des enfants, qui va déplacer, qui va organiser des spectacles, un festival. C'est finalement dans l'ensemble de l'action et dans la gestion même de ces actions, comment les questions de transition peuvent être abordées. Je prenais l'exemple de la Convention nationale qu'on a organisée cet été en Bretagne. On en a fait un éco-événement. On s'est fait accompagner sur le sujet. On a demandé à une association externe de venir vérifier que nos engagements ont été tenus. Mais c'est des engagements qui sont finalement assez simples. Mais c'est ce qu'on sert tout simplement comme repas, comment on favorise la mutualisation en termes de transport, comment est-ce qu'on je donne un exemple très simple, au lieu des traditionnels goodies, qu'on a dans tous les événements, etc. Nous, on a fabriqué des serviettes, à partir de la friperie d'une MJC de Sker en Bretagne, donc qui ont été piquées, etc. Et donc, on a réutilisé du tissu, etc., plutôt que d'avoir des tonnes de serviettes de table. Donc, chacun arrivait avec sa petite serviette, etc. Ça nous permet, ça, c'est des choses qui sont extrêmement simples, mais c'est de se dire, c'est finalement... On fait aussi des opérations de sensibilisation, on organise des débats, on fait comprendre bien évidemment les grands enjeux, mais c'est aussi finalement de le faire toucher du doigt très concrètement dans la responsabilité qui est celle de l'association. Je vais servir, 100 repas par semaine dans le cadre de mes accueils de mineurs. Où je les achète, à qui je commande, qu'est-ce que je sers, comment je diminue un peu la proportion de vente pour baisser l'impact carbone, etc. etc. C'est très concrètement ça qu'on propose de mener comme action pour vivre ces questions de transition au quotidien. La co-construction, qui est un autre pilier, effectivement, que vous soutenez dans votre projet. Merci beaucoup, Patrick Chenu, d'être venu sur le plateau du Grand JT, directeur général des MJC de France. Merci. Merci Virginie Guillaume, merci School TV. Merci, on marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir David Inkel. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien champion ou champion de France, on le dit encore? Ancien. Ouais, mais quand on a un titre de champion, c'est toujours. C'est vrai qu'on le garde, mais il y a une autre vie. Donc
Je le considère plus comme un ancien judoka. Ouais. Champion et ancien champion de France. Allez, ancien membre de l'équipe de France, bon ça c'est certain. Aujourd'hui, vice-président de la Fédération française de judo, président également du groupe BAM Society. Président, vous avez beaucoup de titres, hein, ouais. Président de la Fondation 1% pour le sport. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément, bien sûr, de votre parcours, de votre carrière, mais surtout de l'école, du campus que vous présidez avec David Douillet, Imagine Campus, une école d'enseignement supérieur qui supprime les barrières financières à l'entrée. C'est comme ça, c'est édité. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais c'est exactement ce que vous faites. J'ai lu en détail, effectivement, la brochure. Supprimer les barrières financières parce que vous avez l'impression qu'il y a un vrai gap à passer pour la plupart des étudiants qui se retrouvent en fait coincés, qui ont peur de ne pas pouvoir faire de grandes études à cause de cela. C'est exactement ça. Enfin, aujourd'hui, quand vous possédez votre bac et vous voulez poursuivre vos études, vous avez deux grosses options. Soit les écoles privées qui coûtent entre 7 et 8 000 euros et vous avez une proximité dans l'approche pédagogique, soit la faculté qui est gratuite. Oui, on peut faire de grandes études dans les facs. Ça marche très très bien. Les universités sont fortes. Mais c'est très très belle formation. Je suis issu de la faculté, mais c'est extrêmement difficile. Les taux de réussite sont quand même assez faibles et la proximité n'est pas présente. Donc c'est une voie qui n'est pas la plus simple. Alors quel est le critère d'accès justement pour accéder à Imagine Campus, outre la motivation? Ça vient un peu de notre parcours. Je suis associé avec David Douillet sur ce projet et quand on était gamin, on a fait du judo. Et on a pu avoir cette carrière parce qu'à un moment donné, on est rentré dans un circuit de formation qui était le sport-études, puis le sport universitaire, et puis après l'INSEP, qui est basé à Paris, que le monde nous envie, qui est l'usine à champions. Et tout ça a été pris en charge et on n'était détecté que sur notre potentiel. Et pas sur nos moyens. Moi, si j'avais été sur mes moyens ou David Douillet sur ses moyens, jamais il aurait pu rentrer dans ce circuit. Et donc, on regarde aujourd'hui le marché de l'enseignement et on voit qu'un étudiant, il a deux problématiques. Sa première problématique, c'est s'il veut rentrer dans une école privée, ça coûte beaucoup d'argent, entre 6 000 et 9 000 euros. Tous n'ont pas ces moyens et quelquefois plus. Et après, la deuxième problématique, c'est qu'il faut se loger, manger et vivre au quotidien. D'où l'idée du campus. D'où l'idée du campus. Ouais. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de proposer aux étudiants un prix symbolique d'entrée de 200 € par mois pour que ce soit accessible à tous. Et donc, les modalités d'admission se font sur la présentation du dossier, la présentation de sa motivation, et c'est ça qui fait la différence pour entrer dans notre école et pas la barrière économique. Oui, c'est ça, je disais en début de question, finalement, outre la motivation. Donc ça, on l'imagine qu'effectivement, vous devez avoir beaucoup d'élèves motivés, mais qu'est-ce qui fait le plus? Parce qu'avec ce que vous proposez, une grande école accessible, avec des sportifs de haut niveau, donc on imagine aussi avec un campus universitaire, enfin pas universitaire, mais un campus, donc une grande école qui est aussi proche de la formation sportive. Qu'est-ce que vous proposez en plus à ces étudiants pour que, en tout cas, vous leur demandez en plus pour qu'ils puissent accéder à ces études-là? Alors, l'accession, elle se fait sur des critères d'admission classiques, un dossier, un entretien, des examens, et puis après, ça passe en comité de sélection. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être impliqués pendant leur scolarité. Mais quel profil vous privilégiez? Le profil, c'est des gamins qui n'ont pas les moyens et qui ont des extrêmes possibilités et qui sont motivés. Voilà, on vient, nous, d'un sport de labeur, et quand quelqu'un est motivé, on arrive à en faire quelque chose. Il peut ne pas être sportif et quand même intégrer Imagine ou pas? Complètement, au contraire. Bien sûr, il n'y a pas de critère de sélection. Il n'y a pas de critère de sélection là-dessus. En revanche, au niveau de pédagogique, on a été très surpris en regardant les organisations pédagogiques de l'ensemble du système éducatif, qui est très concentré sur la technique. Dans le sport, vous ne dissociez pas, vous formez un tout où vous avez la technique. Dans le judo, on vous apprend à faire des techniques, mais on vous apprend aussi à être compétitif avec votre corps et avec votre esprit. Et donc, on a monté un système pédagogique qui s'inspire de la haute performance, où on ne parle pas de sport, mais on parle de connaissance de soi, de transmission,
de capacité à absorber des chocs, des coups, parce qu'on pense que c'est pas ça qui va faire la différence dans les prochaines années. La technique, on voit qu'elle est quasiment duplicable tous les 2 ans aujourd'hui, puis l'IA va remettre en cause ça à des rythmes très réguliers, et ce qui va faire la différence, c'est la personnalité et l'individu. Et donc tout le contenu pédagogique est organisé autour du tout, c'est-à-dire l'étudiant lui-même, on l'apprend à maîtriser son corps, sa tête, et à se remettre en cause sur la technique. Oui, c'est ça, le principe Shinjitai, c'est ça? Ouais, le corps, l'esprit et la technique, on s'inspire du judo. Et on a fait un petit clin d'œil, on démarre de la première année à la 5e année, et on appelait ça le Black Belt Programme. Il démarre, avec les ceintures. Ouais, ceinture jaune, ceinture orange les premières années, puis verte, puis bleue, jusqu'à la ceinture. Oui, mais justement, c'est intéressant, parce que j'étais évidemment happée par cette idée des ceintures. Je me suis dit, bon, quel clin d'œil est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, il y a une réelle idée de progression. Exactement. Et qui se base, donc la première ceinture, c'est laquelle, pardonnez-moi? La ceinture jaune. Voilà, jaune. La première ceinture, donc il y a la Yellow Belt. Elle se base, j'ai l'impression, davantage sur la confiance. Ces jeunes qui arrivent chez vous, en fait, ils sont peut-être un peu désorientés, ils n'ont pas toujours confiance. On a besoin de se mettre dans une idée qu'on est aussi étudiant. Je pense que la plus grande mission d'une école, c'est que quand un gamin sort avec ce diplôme, c'est qu'il ait confiance en lui. Et avoir confiance en lui, c'est pas avoir peur de tenter des choses, de rater des choses, d'affronter. Ouais. Et une fois qu'on sait faire ça, et qu'on tente plusieurs fois, et en général, ça réussit. Vous parliez tout à l'heure que j'étais champion de France. C'est la seule chose qu'on retient. En réalité, championnat de France, j'en ai fait 7. Ça veut dire que j'en ai perdu 6. Et 30 ans après, de quoi on parle? De celui que j'ai gagné. Donc c'est ça qu'on essaye d'inculquer à nos étudiants. Vous dites même le judo m'a tout appris. Ouais. Donc à tomber, ça je l'ai compris. À vous relever aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris d'autre? Alors, il y a quelque chose de très important dans nos sports, c'est que c'est un sport individuel à pratique collective. On appelle ça l'entraide et la prospérité mutuelle. Donc quand on vient sur un tapis, on vient pour soi, on vient s'entraîner pour progresser de manière individuelle. Ouais. Sauf que pour progresser, je suis obligé de le faire avec et au travers des autres. Et donc à chaque fois que je suis en train d'échanger avec quelqu'un, je dois... Vous appelez ça échanger, vous? Ouais. Alors, l'échange... C'est la pratique du judo. Ouais. Alors, c'est un échange. Oui, c'est complètement un échange parce que demain, on fait une séance de judo. Je ne sais pas si vous en avez déjà pratiqué. Non, jamais. Jamais. Je ne le voyais pas comme un échange, mais effectivement, sur un tapis, comme un combat. Mais... Voilà, vous êtes ceinture blanche. Ouais. Si je mets toute mon intensité dans ce combat, vous n'allez rien apprendre, je ne vais rien apprendre. Alors que si à un moment donné, je tiens compte de votre niveau et je m'adapte, et j'essaye de vous expliquer quelques déséquilibres ou quelques techniques, je vais être obligé de les visualiser. Et donc, pour pouvoir vous les apprendre, je vais être obligé de me remettre en question et progresser. Et donc, chaque moment qu'on passe avec quelqu'un est un échange où les deux doivent être plus riches. Et donc, dans ma vie d'entrepreneur, j'essaye que chaque échange soit positif et pour moi, et pour la personne que j'ai en face, ce qui fait qu'à un moment donné, on est soulevé par le collectif. Oui, c'est ça. Vous impulsez quelque chose, finalement, que ce soit sur le tapis ou dans la vie professionnelle, en l'occurrence là, dans cette école, l'Imagine Campus, pour que les étudiants se sentent portés, mais aussi grâce aux autres. Grâce au collectif tout le temps. Voilà, ça, toutes les valeurs du judo sont dupliquées dans les valeurs d'Imagine. Alors après la ceinture jaune, il y a d'autres ceintures. Ouais. On va peut-être pas détailler chaque effectivement échelon et donc année, mais qu'est-ce qu'il y a de fort pour finalement chaque ceinture que vous mettez en avant? Les premières ceintures sont sur la connaissance de soi, et après les autres ceintures sont sur la connaissance de l'autre et de la transmission. Donc on est très dans le management, mais pour pouvoir bien manager, il faut bien connaître soi-même et les autres. Et il y a tout un schéma qui nous paraît vraiment important. On voit aujourd'hui sur le marché du travail des gens qui sont en burn-out, qui ne sont pas en forme physique, et quel que soit leur niveau technique, ils ne sont pas performants. Et donc on apprend à nos étudiants le sommeil, la nutrition, le fait d'écouter son corps, le fait d'écouter son esprit, le fait d'être capable de s'analyser et aussi d'analyser les autres. Parce que quand on va devenir manager, on ne parle pas pareil à telle personne et telle personne, et sa globalité doit être prise en compte. Alors, l'école repose sur 4 piliers. Si vous deviez peut-être en résumer l'essence, ce serait quoi? Quel mot diriez-vous? Non, c'est l'accession. Voilà, on veut qu'elle soit accessible. Voilà, c'est vraiment le sujet. Accessible, ça l'est. Alors, ça reste quand même un budget, évidemment, mais ça reste 200 € par mois. Ça reste un budget. Par contre, on va plus loin.
on a construit le programme pédagogique pour que l'alternance soit possible dès la première année. Alors, c'est plus difficile quand on a 18 ans, c'est plus difficile de se placer en entreprise, trouver une entreprise qui vous accompagne. Mais au bout de quelques mois, on voit plein d'étudiants qui y arrivent. Et à partir du moment où on est placé, on ne paye plus les 200 €, on est payé, ce qui nous permet de subvenir à notre loyer, à nos besoins du quotidien. Et donc, on se retrouve avec des gamins auxquels on a enlevé toutes les contraintes économiques pour qu'on puisse les accompagner. L'hyper-professionnalisation dont vous parlez, c'est ça, hein, l'alternance. Ça vient de ça. Parce que c'est un des quatre piliers, justement, avec l'accessibilité. L'hyper-professionnalisation est dans l'objectif de l'alternance. Nous, on veut que n'importe qui puisse rentrer dans notre école, sans contrainte économique. C'est vraiment le sujet, c'est pour ça qu'on se bat, pour qu'un gamin qui veut poursuivre des études puisse le faire. Et ces deux contraintes, il y en a une qu'on résout par nos tarifs, c'est 200 € par mois, et la deuxième, elle se résout quand l'étudiant a trouvé une entreprise. Et pour pouvoir trouver une entreprise, il y a l'hyper-professionnalisation dès le départ qui le permet d'être le plus employable possible et le plus tôt possible dans le réel, et ancré dans le réel. Vous, alors j'entends pour les étudiants et c'est absolument génial, vous, comment vous garantissez justement cette accessibilité économique tout en restant à un niveau d'excellence, un temps très prometteur sur l'excellence? Les enjeux économiques, pour nous, l'école vaut 7 500 €, comme toutes les écoles. On facture... Vous voulez dire par mois et par élève par année et par élève, pardon. On facture 2 400 € à l'étudiant. Mais quand l'étudiant est placé dans une entreprise, il y a tout le système de financement qui n'est plus basé sur les épaules de l'étudiant, où on retrouve notre modèle économique classique. Donc c'est un pari sur les étudiants qu'on sélectionne, qu'on accompagne. Ça peut être plus ou moins long. Des fois, ils mettent 6 mois pour trouver une entreprise, des fois 1 an et demi. Mais c'est pas grave. Sur les 5 années d'études qu'ils font chez nous, on retrouve des modèles économiques qui sont rentables, qui sont efficaces. Avec David, on n'est pas dans un schéma de surrentabilité. C'est des schémas qui doivent être solides pour que ça puisse perdurer. Mais il y a moyen de faire de très belles choses avec ces flux. C'est une façon de rendre aussi, j'imagine, ce que vous avez reçu depuis le début. Complètement. Enfin, c'est très, très valorisant. Enfin, c'est presque un peu de l'égoïsme. On a bénéficié. Enfin, moi, j'ai été accompagné par la République, par de la faculté, par le judo. Enfin, on m'a tendu la main. J'ai eu une vie extraordinaire jusqu'à présent. J'espère qu'elle va continuer. David, je le présente pas, mais champion olympique, ministre. Enfin, on en parlait hier. Le petit très investi aussi, très investi. On se dit, on doit pas oublier ça. Et il y a des solutions qui existent. Pour peu qu'on le prenne par le bon bout. Une façon de rappeler aussi que le sport permet l'équilibre et la réussite scolaire et l'apprentissage, ce qu'on dit bien trop peu souvent. Juste un dernier petit mot quand même sur Imagine Campus, je ne sais plus si on l'a dit, mais enfin c'est quand même des métiers qui sont tournés vers demain, marketing du futur, tech, intelligence artificielle, finance nouvelle génération. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça, vous avez fait à peu près. C'est une école de commerce très orientée vers le futur. Ok. Voilà. Merci beaucoup David Hinkel d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je ne rappelle pas tous vos titres parce qu'ils sont énormes. Enfin quand même un ancien champion du monde, de France, pardon, le judo je vous mets déjà, voilà, ancien membre de l'équipe de France et surtout, voilà, président de Imagine Campus avec David Douillet. Merci à vous. Merci beaucoup. On va tous retrouver Charlotte Delaïde pour sa chronique. Aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire. Pokémon fête ses 30 ans et sa popularité est toujours intacte. Alors, en quoi la nostalgie est-elle un ingrédient clé de ce succès, Charlotte? 30 ans, vous vous rendez compte? 30 ans, ça nous ramène au 27 février 1996, quand le premier jeu est apparu au Japon sous le nom de Pokémon Rouge et Vert sur la console Game Boy de Nintendo. Le principe, des dresseurs capturent et entraînent des créatures pour les faire combattre et les collectionner. Ce jeu-là, imaginé par Satoshi Tajiri et conçu par Game Freak, qui était à l'époque un petit studio de production japonais, s'est exporté dans le monde entier avec une arrivée en France en 1999. Ce jeu-là s'est décliné en l'espace de 3 décennies en cartes à collectionner, en séries animées, en peluches et autres goodies. Alors ça pourrait ressembler, Virginie, à d'autres success stories de la pop culture, hein, on pense à Harry Potter ou à Hello Kitty, mais c'est allé encore plus loin avec Pokémon,
Pokémon, puisque c'est aujourd'hui la franchise la plus rentable de tous les temps, avec pas moins de 126 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors oui, c'est lié à une stratégie d'entreprise rondement menée, certaines innovations, à un concept qui plaît aussi autour de cartes à collectionner, autour de la personnalisation, de l'interaction. Mais la franchise Pokémon peut surtout se targuer de pouvoir surfer sur une immense vague de nostalgie liée à un jeu, et un jeu par définition ça rassemble. Mais comment elle est née, elle a été créée cette nostalgie? Eh bien d'abord, la première génération de Pokémon, composée de 151 Pokémon originels, c'est devenu une sorte de patrimoine affectif. Dracofeu, Bulbizarre, Pikachu, Salamèche, Carapuce, ces noms ne sont pas juste des personnages, ils sont liés à des moments précis. Un câble Link qui est branché entre deux Game Boy pour échanger des données, une cour de récréation passée à échanger des cartes, des épisodes de la série animée regardés avec un frère, une sœur, des amis, et ce générique appris par cœur. Pokémon, attrapez-les tous. Ensuite, Pokémon a grandi avec ses joueurs. On l'a dit, Pokémon est arrivé donc en 1999 en France, ce qui veut dire que les premiers jeunes ont aujourd'hui autour de la trentaine, comme Antoine qui témoignait au micro de France Inter il y a 2 jours. Écoutez. Moi j'ai 31 ans, donc j'ai à peu près l'âge de la licence. J'ai vraiment grandi avec, et elle m'a suivi tout au long de ma vie, tout au long de mon apprentissage aussi. On parlait de faire fonctionner la mémoire, du par cœur. Alors bon, aujourd'hui des créatures, il y en a plus de 1000, donc c'est un peu compliqué de toutes les retenir, mais il y avait quelque chose finalement de très valorisant dans le fait de comprendre comment les Pokémon fonctionnent, de gagner aussi, que ce soit aux jeux vidéo, aux jeux de cartes ou à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et tous ces aspects-là, justement, nous suivent encore aujourd'hui, et c'est ce qui est fabuleux, justement, je pense, avec cette licence. Antoine, un de ces premiers joueurs qui a eu droit à quantité de clins d'œil de la part de la licence depuis, les nouvelles versions, qu'il s'agisse de remakes, de suites ou de nouvelles générations, réintroduisent régulièrement des Pokémon classiques. Et puis Pokémon a compris que le jeu, comme la nostalgie, pouvait se partager. Alors quand Pokémon Go sort en 2016, ce ne sont pas seulement des enfants qui vont arpenter les rues à la recherche de Pokémon à capturer, ce sont des adultes qui aussi se retrouvent autour de leur Pikachu sur leur smartphone. Le jeu est nouveau, la technologie est moderne, mais la promesse est la même, attrapez-les tous. Résultat, Pokémon Go a été un raz-de-marée mondial, pas uniquement grâce à la réalité augmentée, mais aussi grâce à la réactivation d'une mémoire collective. C'était en plus l'occasion finalement de relier les générations entre elles. Même logique avec les cartes Pokémon? Exactement, Virginie. Pour beaucoup, elles étaient rangées au fond d'un tiroir. On les redécouvre, on les collectionne à nouveau, on les transmet, on les vend. La carte Pokémon la plus chère au monde a été vendue il y a une dizaine de jours aux enchères par l'influenceur américain Paul Logan. Prix de la Pikachu Illustrator, accrochez-vous Virginie, 16,5 millions d'euros. Ah oui, rien que ça. Ah oui, alors ce qui est dingue aussi, c'est vrai que contrairement à d'autres phénomènes des années 90, Pokémon n'a jamais cherché vraiment à se réinventer. Oui, la formule est stable, capturer, combattre, collectionner, échanger, l'univers évolue, mais les fondamentaux restent. On retrouve la même musique, la même promesse d'aventure. La nostalgie agit comme un socle émotionnel, elle sécurise les anciens fans tout en servant de caution aux nouveaux. Si ça a marqué les parents, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très intéressant derrière. Enfin, The One and Only Pikachu, qui n'a presque pas changé en 30 ans, un personnage au trait rond et mignon, qui a traverser les époques sans se démoder. Alors pour conclure, Pokémon fête ses 30 ans, oui, mais plus qu'un anniversaire, c'est une démonstration. Dans l'industrie du divertissement, l'innovation attire, mais la nostalgie fidélise. Ah, pas mal cette fin. Merci beaucoup. Merci pour votre chronique, Shirley. On va tous se retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce qu'aujourd'hui, cet événement, il est peut-être même encore plus important qu'à son lancement? Est-ce que les enjeux ont changé ces dernières années? On l'a compris, il y a les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui entrent en considération? En fait, il y a quand même eu une véritable prise de conscience de la place des écrans dans nos vies, dans la place que ça prend dans la vie des enfants, des adolescents, qu'aujourd'hui, en fait, énormément de nos usages passent à travers ces écrans. C'est l'endroit où on s'informe, c'est l'endroit où on se divertit, où on communique. Donc beaucoup de nos activités se sont concentrées sur ces écrans. Et on est peut-être aussi trop grandi avec cette idée d'un Internet où tout est permis, d'un espace où il n'y a pas forcément de règles, et c'est pas vrai. Et en fait, si on laisse les jeunes aussi investir ces espaces, en connaître leurs droits et devoirs, ils s'exposent aussi à des difficultés.
Donc, les accompagner. Casser un peu ce mythe aussi du digital native qui dirait que les jeunes naissent avec toutes les compétences numériques, c'est faux. On a besoin d'être accompagné dans ces espaces pour pouvoir bien s'en servir et avoir que des expériences bienveillantes. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Bon, alors j'imagine que si ça fait plusieurs années que cet événement existe, c'est qu'il fonctionne. Mais est-ce qu'on a une idée peut-être un petit peu chiffrée de son impact ? Alors oui, nous en tout cas, on voit en France, là depuis qu'on l'a fait inscrire à l'agenda scolaire en 2022, on a le nombre de participants qui triple chaque année. Et l'année dernière, cette opération, à travers les outils qu'on met à disposition, parce qu'on met en place des kits ateliers dans les établissements scolaires pour faciliter le déploiement d'ateliers de sensibilisation, ça nous a permis de sensibiliser 500 000 jeunes sur ces 2 mois. Donc voilà, c'est une action qui prend de l'ampleur et qui permet en tout cas d'avoir des résultats concrets sur la sensibilisation des jeunes. Tu as beaucoup de retours et beaucoup de témoignages, de remerciements de mamans solo, notamment via les réseaux sociaux. C'est pas que maman solo, c'est pas clivant. Mon spectacle et mon contenu n'est pas clivant. Je suis pas la maman, les mecs c'est des cons. Bon, il y a des cons, mais il y a aussi des connes. Donc voilà. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui sont en plein divorce. Et qui me disent tu donnes trop d'espoir, t'as l'air tellement solaire, souriante, et je dis les gars, j'ai vécu l'enfer et je vous jure qu'on s'en sort. On s'en sort. Et puis après j'ai des mamans solo aussi parce que bien sûr je raconte que c'est galère, mais je raconte aussi à quel point c'est un bonheur d'avoir des enfants et que je vais pas mentir en disant ouais ça me saoule. Oui, c'est un peu galère, c'est fatigant d'être maman solo ou papa solo. Tu dis que tu dormiras dans une autre vie, j'imagine. C'est ça. Ouais. Mais c'est du kiff. Mon fils, c'est ma raison de me lever le matin. Et je tiens à souligner aussi j'ai beaucoup de témoignages de papas solo. Où parfois, c'est la femme qui s'est barrée, qui laisse les gamins tout seuls avec le papa. Et je veux aussi leur rendre hommage. Parce que souvent, on parle de maman solo. Mais moi, j'ai eu des témoignages de papa. Sincèrement, il faut leur rendre aussi hommage. Donc, je parle de parents solo. Après, maman solo, parce que je suis maman solo. Je ne suis pas un papa. Mais en tout cas, la vie continue. Et voilà, il y a vraiment, je sais que c'est un mot à la mode, mais résilience. Et ça correspond bien. Ouais. Et par contre, il y a un truc qui m'agace aujourd'hui, c'est vraiment le truc, c'est je comprends pas les gens qui sont malheureux et qui disent ouais mais non, je vais rester avec ma femme ou je reste avec mon mari, même si ça va pas, j'en dis les gars, je vous jure, arrêtez, on a côté fataliste, quoi. On s'en sortira pas, on va tous mourir les gars. Donc kiffez. Enfin, je suis l'exemple de j'ai vraiment touché le fond, sincèrement, comme beaucoup de personnes. On a tous un chemin de vie, voilà. Mais on s'en sort. Donc je comprends pas les gens qui restent dans leur tristesse. On va tous mourir, les gars. Kiffez. Ça veut pas dire qu'on n'est pas raisonnable. Moi, mes parents, je les ai un peu choqués parce que j'ai changé de vie, mais j'ai gardé mes valeurs. Et j'ai pas été la rebelle qui a pété un câble. J'imagine même pas la réaction de ton père, du coup. Mon père, il veut pas parler de ça du tout. Il veut pas en entendre parler. Ouais. Mais il observe de loin et il voit que je suis toujours authentique, je suis moi-même. Sur scène, je suis à la hauteur de son éducation. Je ne suis pas dans la provocation, je ne suis pas dans la grossièreté. Donc du coup, il ne peut rien dire. Selon l'Observatoire des plateformes de l'Arcom, TikTok et Snapchat concentrent à elles seules près de la moitié du temps passé en ligne pour les adolescents de 12 à 17 ans. La question, c'est pour y faire quoi sur ces réseaux ? En fait, on est bien au cœur là, de ce mécanisme qui est extrêmement puissant et particulièrement celui effectivement de TikTok avec tous ces mécanismes de scroll continu, de contenu court, hyper bien calibré pour correspondre à nos centres d'intérêt. C'est un plaisir facile, c'est-à-dire quand on s'ennuie, et aujourd'hui c'est vrai que ça questionne aussi les alternatives qu'on est capable de proposer à ces jeunes quand on les sort des écrans. Donc c'est vrai que quand on se tourne vers ces espaces-là, on est sûr d'avoir un plaisir extrêmement facile et qui correspond exactement à ce que le cerveau de l'adolescent a besoin à cet âge-là, qui réagit beaucoup au plaisir. Donc ce mécanisme, ce circuit de la récompense, les réseaux ont fait beaucoup de recherches pour savoir exactement comment on fonctionne. Donc c'est extrêmement dur de lutter contre ça. On demande presque l'impossible aux jeunes, mais même à nous, de lutter contre ça. Donc, en avoir conscience, déjà avoir cette conscience, c'est déjà un premier pas vers une responsabilité qui nous donne des clés pour agir. Et c'est surtout sur ce levier-là qu'on voulait travailler. Voilà. Est-ce que concernant justement l'éducation nationale, toi qui as recul total maintenant, il faudrait totalement changer de perspective Il faut tout changer. Dans l'éducation nationale, il faut tout briser. Surtout dans l'apprentissage des langues. On apprend un peu à réfléchir parfois. Mais sur l'oralité, je sais que... Mais les profs attendent que ça. On a du mal. Les profs de langue, ils attendent que ça, de faire ça. Mais tout devient compliqué. On n'a pas les moyens.
On a de plus en plus d'élèves, on demande plein de choses aux profs, ils sont tout le temps, les pauvres, ils sont en formation, avec plein de trucs, on leur donne des tablettes, sauf les tablettes, ils ne marchent pas, la Wi-Fi, elle ne marche pas, c'est une galère, on est là. Il n'y a pas de Wi-Fi. En France, on fait 20 milliards de formations et de réunions qui ne servent à rien. Donc les profs, ils sont tous... De toute façon, ma voisine pile en face, c'est une enseignante. Il faut juste voir sa tête en septembre et juste en décembre, voir sa tête. Ah, juste en l'espace de 3 mois. En 3 mois, elle est teinte comme ça, les cheveux comme ça. Ouais. Et moi, je suis là, je vais me boire un petit café, je vais écrire des blagues dans un café, allez, bonne journée. Ouais. Dans les pauvres profs, en vrai, vraiment, je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point il faut... Enfin, alors, bien sûr qu'il y a des bons profs et des mauvais profs. Mais ceux qui restent, franchement, force à eux. J'ai un respect infini pour mes collègues. Ils tiennent la baraque, c'est eux qui tiennent la baraque. Ouais. Tu bosses jour et nuit. En fait, quand tu rentres à la maison, c'est pas t'as fini ton travail. T'as des copies à corriger, tu dois remplir des compétences. On va te dire qu'à l'époque, t'avais des vacances toutes les... Non, les vacances, moi, mes collègues passent leurs vacances à remplir des tableaux de compétences, à corriger des copies, à remplir les cahiers de texte. Mais les pauvres, mais c'est un enfer. Je suis tellement contente de ne plus faire ça. Mais il faut respecter ces profs. Je trouve qu'on les respecte pas assez. Ils ont un métier. Et quand tu connais le salaire des profs, le travail que ça représente. Franchement, moi, au bout après 15 ans de carrière. Après 15 ans de carrière, je gagnais 2100 €. Je gagnais un peu plus en ayant des... net. Je gagnais 200 € de plus parce que j'étais prof principale, qui me représentait des réunions, mais comme pas possible. Quand t'es maman solo, tu n'as pas le droit d'amener ton enfant, même s'il est sage en salle des profs, donc tu payes la babysitter en plus. Même les voyages scolaires. C'était super pour les élèves. Maintenant, il faut faire des dossiers de 70 pages pour prouver qu'ils vont quand même apprendre l'anglais. T'as envie de dire juste laissez-les sortir, les gamins. L'école, c'est offrir aussi aux gens, aux enfants, l'opportunité de sortir. Ils ne sont même pas sortis de leur quartier. Non, c'est franchement... Les pauvres profs, quoi. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Ce soir, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Au son, Thibaut Goré-Lafont. Le maquillage, Lola Eckenauer. Siam Carbouche et Elodie Wilfried à la rédaction. Très belle soirée, très bon week-end. Et à lundi. Salut.